Privet, ici Ploc. Как дела? Dans une vidéo précédente, nous avions vu 5 faits culturels sur l'Ukraine. Par rapport à la situation actuelle et par souci d'équité, aujourd'hui, on va faire exactement la même chose avec la Russie. Je rappelle ici que nous ne parlons pas de l'actualité, mais juste de la culture d'un pays afin d'en savoir plus. Allez, bottac! Point numéro 1, les clichés. Premier cliché, les Russes sont tous des alcoolos. Paraît même qu'une fois qu'ils ont fini leur bouteille de vodka, qu'ils partent se battre contre des ours à main nue. Bon, pour ça, que dire? Alors les ours, je sais pas, hein. Autant un gorille, battre un gorille à main nue, ça semble possible. Imaginons que vous faites du MMA depuis 6 ans, de la boxe en parallèle depuis 7 ans. Vous avez une vitesse de fou, des réflexes identiques à votre vitesse. Bah, ça demande juste un peu de technique, hein. Vous attendez qu'il vous charge, vous l'esquivez comme ça, paf, vous lui foutez des patates dans la tête, à la moindre erreur, il est fini. Un gorille, c'est possible. Un ours, c'est pas possible. Donc voilà, premier débunkage du cliché. Les Russes sont incapables de battre des ours. Et on va voir pour l'alcool, c'est pas si vrai non plus. En fait, ce cliché existe parce qu'il existait une rumeur comme quoi la bière n'était pas considérée comme un alcool en Russie. Et effectivement, c'est juste en 2011 que le gouvernement russe a interdit de consommer la bière dans les lieux publics. Alors qu'avant, dans les articles de loi, il y avait marqué interdiction à l'alcool dans les lieux publics. Mais bon, c'est pas pour ça que la bière n'est pas considérée comme un alcool. En Russie, à partir de 0,5% d'alcool, la boisson est considérée comme telle. Deuxième cliché, les Russes sont tous des communistes. Ils sont tout rouges. Alors, c'est vrai qu'il y a eu Staline, Lénine, tous leurs copains, mais depuis 91, le parti communiste en Russie est en chute libre. Il a perdu tout son crédit. Pour vous donner une idée, le parti communiste compte actuellement 160 000 adhérents. Il y a 145 millions de personnes qui vivent en Russie. Autant dire que ça n'existe plus. Troisième cliché, en Russie, il fait froid. Alors oui et non. C'est vrai que les hivers là-bas, dans la plupart du pays, ils durent entre 5 et 6 mois. Mais dans la plupart des grandes villes, il fait généralement un peu plus chaud. En Russie, il y a 4 zones climatiques. Les températures, elles vont de moins 170 degrés à plus 45 degrés. Donc il peut faire également très chaud. Et bizarrement, une des régions où l'été est le plus éprouvant est la Sibérie. Et enfin, dernier cliché, enfin c'est plutôt un truc à ne pas faire, ne trinquez pas avec un verre d'alcool en disant Nazdolovier. Pour ceux qui ont entre 25 et 30 ans comme moi, vous allez de suite comprendre l'exemple. Alors vous rentrez en entreprise, c'est la réunion annuelle de l'année, et là il y a le grand patron, le sous-grand patron, etc. Ils sont tous là, et le mec il est là... Portons un toast au chiffre d'affaires de l'entreprise de l'année. Allez, buvons à la santé de l'entreprise. Et à mon yacht. Bon, bah vous voyez ce genre de scène. Bah, quand vous dites Nazdolovier, ça fait penser un peu à ça. Donc à la place, vous pouvez utiliser Vzdrogmen. Point numéro 2, la nourriture. Comme vous le savez, le territoire russe est immense. Et par conséquent, les terres sont extrêmement riches. On va y trouver beaucoup de céréales, orge, seigle, millet, etc. qui vont donner de la semoule, du pain, des crêpes et diverses boissons. Il y a aussi beaucoup de variétés de poissons, de volailles, de gibier, de champignons, de blé, de miel, etc. Bref, il y a à peu près tout ce qu'il faut. Jusqu'au XXe siècle, les Russes avaient l'habitude de manger de la soupe et des potages. Concernant le reste, avec la proximité des Ottomans, des Perses, du Caucase, de la route de la soie, les Russes ont adopté un mode de cuisson à l'orientale. Au XVIIe et au XVIIIe siècle, les influences extérieures ont introduit de nouvelles techniques et recettes qui ont introduit entre autres les viandes et poissons fumés, la pâtisserie, les salades de légumes verts, le chocolat, les desserts glacés, les vins et les liqueurs. La France, l'Allemagne et l'Autriche ont énormément contribué à la cuisine russe. Avant de passer au plat, il faut savoir que les Russes ont généralement les mêmes habitudes que les Français, grosso modo, en ce qui concerne les repas. Il y a un petit déjeuner qui est très important et très conséquent pour tenir l'hiver. Le repas du midi qui est un peu plus léger et qui n'est jamais pris à heure fixe. C'est là la seule différence avec la France. Et le dîner est généralement par tradition pris entre 18h et 19h. Mais en général, c'est un peu plus tard avec le taf, etc. Allez, on passe au plat. Le shtushti. Alors ça, c'est la soupe servie en Russie depuis près de 1000 ans. Elle est imprononçable. Elle est super bonne, je vais vous la décrire, vous allez voir. Quand un russe il va vous demander la mort, le shtushti, bah là vous pourrez répondre le chichi direct. Voilà. Vous allez voir, il n'y a aucun danger.
Alors, qu'est-ce que c'est le chichi? On va l'appeler comme ça. C'est une soupe à base de choux à laquelle on rajoute des oignons, des carottes, du céleri, du poivre, de l'anès, du laurier, du smetana et des cornichons. Si à la base de la soupe on met pas du chou, mais on met des betteraves, ça s'appelle le bortsch. Et dans le bortsch, du coup, on va trouver betteraves, choux, carottes, pommes de terre et oignons. Ensuite, il y a le bortsch vert. C'est exactement comme le bortsch, sauf qu'à la place de la betterave, en base, vous mettez de l'oseille. Ça donne des idées tout ça quand même pour manger des légumes. Et dans ces soupes, on peut même rajouter des céréales et des bases de bouillon de légumes. Il existe également des soupes à base de bouillon de viande, poisson et kvass. En voici quelques-unes. Le ralsonique, la solianka, l'ouka, la kalia, la turia, l'okrochka et la bodvinia. Et pour ceux qui ne savent pas ce qu'est le kvass, c'est une boisson pétillante, alcoolisée et fermentée. Donc, il n'y a pas assez d'alcool pour dire que c'est un alcool en Russie. Et c'est une boisson très populaire dans l'Europe de l'Est et au XVIe siècle, c'était la boisson nationale de la Russie. Ensuite, dans les entrées, on peut trouver pas mal d'œufs de poisson, de caviar et tout ce qui s'en rapproche. On peut trouver aussi par exemple la fameuse salade russe. Alors, vous taillez en dés ou en julienne des pommes de terre, des betteraves, des racines de céleri cuites, des ogourcis ou des cornichons confits. Ajoutez capre et filet d'anchois, mêlez le tout ensemble et amalgamez avec une mayonnaise à la moutarde et au réfort râpé. On peut additionner de la mâche bien tendre. Cette salade doit être assaisonnée d'avance. Ça marche? En été, on va trouver beaucoup de salades avec de la tomate et du concombre et avec un peu de sauce vinaigrette mais sans la moutarde. Ou alors de la crème fraîche. En plat principal, généralement, on va trouver de la viande et du poisson qui sont cuits dans de la bouillie, dans de la soupe, dans un pot avec des céréales ou dans des fours qui sont différents des nôtres. En accompagnement, généralement, on va trouver des fruits, des légumes et des blinis qui sont en général servis à des occasions de fêtes religieuses ou de rituels. Ce sont des galettes qui ressemblent à des crêpes de grande taille. On peut aussi trouver de la katcha. La katcha, c'est quoi? C'est une bouillie à base de sarrasin mondé de maïs, de riz, de blé, d'avoine, d'orge ou de millet qui peuvent être cuites à l'eau, au lait ou au grain. En dessert, voici deux plats. La vatrouchka. Ça, c'est un gâteau à la fois russe et ukrainien. C'est une sorte de brioche garnie de fromage blanc pressé, que l'on nomme le dvorog, et on peut la manger nature, à la vanille, au citron, avec des petits raisins secs ou des fruits rouges confits ou non, pouvant être remplacés par du miel et des graines de pavot. Ça a l'air de déchirer sa mère. Deuxième dessert, la charlotte russe. Alors ça, c'est un dessert franco-russe spécialement créé pour la princesse et future tsarine Charlotte de Prusse. C'est une sorte de socle de boudoir que l'on va fourrer de crème bavaroise. La crème bavaroise, pour la faire, vous faites de la crème anglaise et vous y ajoutez de la crème fouettée et de la gélatine. Point numéro 3, la drague en Russie. Alors, comme pour ma vidéo sur la culture ukrainienne, la drague russe va reprendre beaucoup de trucs similaires. On reste dans la culture slave. Je vais le répéter, c'est un cliché, mais là-bas, il est normal que l'homme soit entreprenant, confiant, dirigeant et soit un socle de stabilité pour la femme qu'il aura choisie. En tout cas, je ne vais pas redire ce que j'ai déjà dit. Pour ça, regardez la vidéo 5 faits culturels sur l'Ukraine et respectez à peu près la démarche qui est expliquée. À la place, je vais citer quelques particularités qu'on peut trouver sur le Tinder en Russie. Alors je ne sais pas si Tinder là-bas ça existe encore avec le conflit, tous les cancels qui sont tapés, etc. Mais voilà, vous remplacez Tinder par n'importe quelle appli de rencontre et vous avez ça en Russie. En premier, vous verrez énormément de photos de femmes avec des fleurs partout. Elles symbolisent la féminité et sont très appréciées. Alors, si jamais vous draguez IRL en Russie, imaginons que, je sais pas, dans quelques années on peut revenir en Russie, offrir un bouquet de fleurs n'est pas une idée stupide. Voilà, en France, ça va paraître absurde, mais en Russie, ça passe bien. Voilà, c'est... Waouh, un bouquet de fleurs. Ensuite, vous êtes toujours sur Tinder, vous sweepez, et là, vous vous rendez compte qu'il n'y a que des fake comptes, quoi. Il n'y a que des mannequins, c'est pas normal. Bah non, ce ne sont pas des fake comptes, ce sont bel et bien des femmes russes. Juste que les femmes russes, qu'est-ce qu'elles font pour Tinder ? Elles vont voir des professionnels de la photo, elles vont dans un studio, elles louent des robes, elles louent des vêtements chics et tout pour s'apprêter. Elles vont prendre une série de photos juste pour les réseaux de rencontres. Là-bas, le physique c'est super important, comme en Ukraine. Donc, c'est normal que beaucoup fassent ça. Voilà.
Et dernier petit point, alors que chez nous, on a l'habitude de prendre des photos de nous sur la plage en boîte de nuit, en mode Yes Life, en mode Kikou, regardez, j'ai 10 000 amis, je suis un putain de Yes Life, regardez, je suis un winner des relations sociales. Eh ben, en Russie, c'est pas ça du tout. Les nanas, elles vont plutôt avoir tendance à mettre dans leur profil, souvent on va le voir, ne fume pas, ne bois pas et ne va pas en boîte de nuit, qui est un bon point pour les femmes en Russie, je ne sais pas pourquoi. Ici aussi peut-être, mais pas pour la plupart des mecs. La plupart des mecs aiment bien sortir en boîte avec leur nana. Donc voilà, il y a ça. Après, n'oubliez pas que si vous êtes là-bas et que vous matchez, c'est l'homme qui entreprend. Donc, vous attendez pas à avoir le premier message, ni le premier mot, et ni à avoir la première conversation. C'est-à-dire que vous envoyez un message, elle va vous répondre. Mais essayez, même depuis la France, on peut essayer, je crois. Essayez, vous mettez localisation Russie, si c'est possible encore, et vous allez voir. En fait, vous allez recevoir des matchs. Vous répondez, elle vous répond, mais elle va pas enchaîner quoi. Elle va pas enchaîner, c'est tout le temps l'homme qui doit commencer la première phrase en premier, etc. Voilà. Et après, je pense que c'est une fois que vous la connaissez bien mieux, que ça se passe différemment. Bon, côté mec maintenant, qu'est-ce qu'on constate? Eh ben, on constate que à la place des photos avec des fleurs partout sur les nanas, là, on remplace des billets par des fleurs. Vous voyez Picsou, c'est un peu pareil, les mecs là qui font l'éventail de billets, regardez mon argent. J'aimerais bien le faire là, mais voilà, il me faut plus d'abonnés, abonnez-vous s'il vous plaît. Donc voilà, il y a ça pour les mecs en Russie, et bon, là vous vous dites, mais ils sont pas tous riches en Russie, comment ils font? Les plus pauvres, à la place des billets, ils prennent des chats et ils prennent des photos avec des chats en mode, regardez, je suis mignon, kikou. Sauf que ça peut faire l'effet inverse, c'est-à-dire que ça peut créer un bad buzz plutôt qu'un quelque chose de bien. Je sais pas, après ça doit dépendre des nanas bien sûr, mais voilà, on sait que pas mal de nanas maintenant, parmi les jeunes, elles aiment bien les bad boys. Ouais, les bad boys, ouais, j'aime bien les bad boys, ouais. Voilà, donc on va trouver beaucoup de mecs qui exposent leurs billets, qui vont montrer leur voiture, genre leur Clio 2 tuning, voilà, parce qu'on n'a pas tous les mêmes budgets. Ils vont montrer tout ça, voilà, des vêtements, ils vont louer, pareil comme les nanas, ils vont louer des vêtements chics. Regardez, ce costard à 10 000 €, il est à moi. Eh ben non, il n'est pas à toi. Et quand tu te présentes au rendez-vous, t'es mal barré, mais bon, c'est comme ça que t'as des matchs, donc voilà, tu t'en fous. Donc voilà, ça c'est les mecs sur les applis de rencontre en Russie, et ça peut se comprendre. Pourquoi font-ils ça? Tout simplement parce que contrairement à la France, la richesse en Russie, c'est un critère super important. Dernier point, il faut savoir que la drague là-bas est beaucoup plus frontale que chez nous. Genre, vous recevez un match, et au bout de 5-10 minutes, vous avez un rendez-vous. Enfin, si vous êtes un mec, c'est vous qui donnez le rendez-vous. Mais là-bas, ouais, vraiment, les mecs, au bout de 5 minutes, voilà, c'est salut, ça va? Je te trouve belle? Ok, cool, ouais, moi aussi, je te trouve beau. Ok, tu fais quoi? T'habites où? J'habite là, ok, ça marche, t'es dispo là? J'arrive dans 5 minutes, ok, merci, au revoir. Ça se passe comme ça à peu près. Voilà, donc tout dépend des cas, mais voilà, c'est chez nous qu'on fait traîner les conversations pendant 2-3 jours, voire un mois pour certains, je sais pas comment ils font. Ça les regarde. Point numéro 4, la musique. Alors, je ne vais pas retracer l'histoire de la musique comme je l'ai fait avec l'Espagne dans une dernière vidéo, mais écoutons quelques exemples de ce qui est populaire en tant que musique en Russie. Je kiffe. Alors, ça, ce groupe s'appelle Kino, le chanteur s'appelle Viktor Tsoi, et c'est à peu près, j'ai l'impression, un équivalent de The Clash, mais version russe. C'était le groupe le plus populaire des années 80. Et dans les années 70, le groupe le plus populaire s'appelait Aquarium, et c'est ce qui a donné naissance au rock en Russie. Extrait. Alors là, on reste sur un truc pas trop dépaysant à l'oreille. Voyons voir ce qui se fait dans les tendances actuelles. Je sais même pas quoi en dire. Il n'y a rien qui me surprend pour l'instant en tout cas. Bon, on n'a qu'à aller voir du côté des musiques traditionnelles, là peut-être qu'on va être surpris. Que donne la musique traditionnelle russe? Extrait. Ouais, je me suis trompé de piste. C'est celle-ci que je voulais mettre.
début, j'ai cru que je m'étais trompé, que Tahiti faisait partie de la Russie, etc. Mais non, même pas. Le folklore russe, c'est ça. C'est de la musique traditionnelle russe, bon, un peu moderne, mais en gros, c'est ça. Donc, il n'y a pas que cet instrument à cordes qu'on voit, il y en a toute une chier, mais ça, peut-être qu'on le verra dans une autre vidéo, comme j'ai fait pour l'Espagne, et où je traiterai de la musique en Russie. Là, c'était juste une petite vidéo pour vous initier à la culture russe, et j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner à cette chaîne pour être informé des nouvelles vidéos qui vont sortir. Et que dire pour la fin? Tout d'abord que j'espère que tout rentre dans l'ordre pour la Russie, pour l'Ukraine, tout ça, et que dans un futur proche ou un peu plus lointain, on puisse de nouveau visiter ce pays comme on pouvait le faire avant. Parce que vraiment, c'est un grand territoire, c'est une grosse diversité culturelle. Il y a des tas de choses intéressantes à découvrir là-bas. Moi, j'y suis jamais allé. Franchement, j'aimerais bien. Allez, sur ce, je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Do Svidania!